Fanny Hochbaum, c'est mon invitée du jour. Elle a été enfant cachée pendant la guerre. Elle a connu Israël à ses débuts puisqu'elle a fait son Alia, la première, en 1949. C'est vous dire si elle a des choses à nous raconter. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Fanny. Bonjour. Comment ça va? Bien. Émue. Très. Alors, vous êtes née à Paris en 1938, vous avez grandi à Paris, ensuite on va raconter toute votre histoire, mais vous avez aussi connu Israël à ses débuts, à ses balbutiements, parce que vous êtes montée avec vos parents en 1949, incroyable. Un an après, oui. C'est dingue, ça fait presque 70 ans. Ça fait beaucoup de temps et surtout des moments où vous avez dû vivre du balbutiement du pays. Vous allez nous raconter tout ça. Alors, 38, vous naissez à Paris. Vous êtes en France. Vos parents viennent de Pologne. De Lodz, oui. Voilà. Et puis, ils sont venus en France pour avoir une meilleure situation économique. Pour mon père, pour retrouver ses frères qui habitaient déjà. Aussi, ouais. Et voilà. Et puis... Voilà, malheureusement la guerre est tapée à vos portes et puis vous avez dû être caché pour survivre. Votre père, lui, a été déporté à Auschwitz en passant par Pithiviers. C'est ça. Mais ça, vous ne le saviez pas à l'époque? Non, on ne savait rien. Non. Ouais. Comment vous avez vécu cette... Écoutez, comme une petite fille de 3 ans, assez insouciante, j'aimais laver la vaisselle. Ok. Voilà, je montais sur un tabouret, j'ouvrais l'eau et je lavais la vaisselle. Voilà. Puis bon, après les choses ont été moins drôles. Voilà, alors vous avez été cachée seule. Voilà, c'est ça. C'est ça qui vous a beaucoup marqué. Beaucoup marqué, seule. Et ma maman n'avait même pas donné mon nom à la nourrice. Pour vous protéger. Voilà, exactement. Et je lui ai demandé, mais maman, quand, bien sûr, 50 ans après, je lui ai dit, mais maman, qu'est-ce qui se serait passé si tu n'étais pas revenue? Alors elle m'a dit, tout simplement, j'aurais rempli mon devoir de mère, je t'aurais sauvé la vie. Ouais. Le devoir d'une mère, c'est de sauver son enfant. Donc vous ne compreniez pas tout ça? Bien sûr que non. C'était un peu compliqué pour vous? Bien sûr que non. Abandonnée en fait? Oui, j'étais seule. C'est d'ailleurs un mot qui me revient souvent à dire, à écrire et à penser. Malgré vos 10 petits-enfants aujourd'hui? Voilà, 10 petits-enfants. 8 arrière-petits-enfants. 8 arrière-petits-enfants, des amis, de la famille. Je suis active dans de nombreuses associations, donc, et pourtant, mon leitmotiv, c'est seul. La solitude. Ok. Alors, votre mère courageuse est partie, elle, en dehors de, au-delà de. Dans la zone dite sud, libre, voilà. À cette époque, c'est-à-dire Grenoble, pour trouver un asile plus sûr qu'à Paris. Ouais. Et moi, donc, elle me confie à une nourrice juive, entre parenthèses. Ah, c'est rigolo. Oui, je l'ai su. Elle oui, bien sûr, elle le savait. Et donc, elle aussi était en danger. Elle aussi était en danger, mais le mari était protégé par la mairie de Sucy-en-Brie parce qu'il avait perdu une jambe à la guerre de 14. Alors, il était un petit peu protégé donc, par le maire et donc la famille se croyait de ce fait protégée aussi. Ouais. Et comme c'était des gens très gentils, et qu'il y avait une petite fille, d'ailleurs on m'appelait la petite fille, et à garder, alors tout naturellement ils l'ont fait. Oui. Ils ont dit oui. Et je n'ai pas de mauvais souvenirs de ça, de cette période. Alors vous êtes, votre mère finalement vient vous chercher, vous partez avec elle à Grenoble, là-bas aussi, alors ça paraît assez incroyable parce que vous étiez, on va dire, au grand jour quand même. Oui, parce que bon, je pense qu'il y avait bien sûr, la zone n'était plus libre puisque les Allemands sont arrivés un peu après nous. Tard, ouais. Mais Saint-Martin-d'Hers, c'était une petite ville près de Grenoble où il y avait beaucoup de résistance. C'était pas loin du Vercors. Ouais. Et il y avait bien sûr dans cette petite ville des paysans
Et c'est là, d'ailleurs, que mon frère était caché. Il remplaçait, lui et son copain, il remplaçait les 2 fils du paysan qui étaient dans le Vercors, partisans. Ah oui, donc on était en terrain, on va dire, amis. Oui. Et moi, j'étais à l'école j'allais à l'école de l'église qui était à côté de nous. Il y avait une église, une école. Et vous étiez une bonne élève. J'étais une bonne élève. Je voulais surtout dire la prière comme tout le monde, disais-je. Et la bonne sœur me disait, mais non, toi, tu ne dois pas dire la prière. Donc, elle savait que j'étais juive. Et la secrétaire de mairie nous avait fait des faux papiers et nous appelions de Blachman, en français, de blanche. Okay. Et c'est comme ça ma maman a pu bien sûr avoir les tickets de rationnement etc., et avoir un peu à manger. Survivre, etc. Oui. Alors, vous êtes resté là-bas jusqu'en 1945 ? On est resté quelques mois après la guerre, parce que ma mère avait fait donc une demande à la mairie de Lodz pour savoir s'il y avait des survivants. La Croix-Rouge faisait ce travail. Et un de ses frère avait donc s'était signalé et ma mère devait rester à Grenoble, pour avoir une adresse et pour pouvoir l'accueillir, bien sûr. Donc finalement, tous ensemble, avec ce frère qu'elle retrouve, avec votre frère aussi, vous rentrez à Paris. À Paris, et là, on retrouve mon père. Alors donc rescapé d'Auschwitz. Rescapé d'Auschwitz, un des 2550, je crois, rescapé d'Auschwitz. Et ma première visite à mon père, c'est moi qui vais vers lui et il me prend, il était presseur, repasseur. Et où vous l'avez trouvé ? Lui, il savait pas que vous étiez à la recherche. Je ne sais pas. Non, mais il y a au gymnase, à l'hôtel Lutetia, aussi, il y avait les listes. C'est comme ça que vous l'avez retrouvé. Qu'on a retrouvé. Mais ma mère ne s'attendait pas à retrouver son mari vivant. Et donc, c'est mon oncle qui me conduit à mon père. Et comme il était presseur, on disait à l'époque, il me met sur la table de presse et il me couvre de baisers en m'appelant Shep Solo, c'est-à-dire petite brebis ou petite chèvre, en yiddish. Voilà la première vision que j'ai de mon père, puisque je n'avais aucun souvenir. Bien sûr. Petite fille, je suis née en 38. Voilà. Ouais. Donc ça, c'était quand même un moment, j'imagine. Voilà, la famille réunie. Ma mère a la chance aussi Mon père, aucune famille. Mon père avait 2 frères, des femmes, des enfants, donc des petits cousins pour moi. Personne n'est revenu. Il est le seul rescapé, et ma mère et ses 2 frères, les seuls rescapés d'une très grande famille aussi, tous restés en Pologne, à Lodz. Mon grand-père, d'ailleurs, est mort de faim dans le ghetto de Lodz. Comme beaucoup. Ouais. Voilà. Alors, vous pouvez donner son nom si mon grand-père... oublié, mais c'est pas grave. Non. C'est pas grave. C'est l'émotion, je comprends tout à fait. Il était Aaron Yoskowicz. Okay. Aaron Yoskowicz. Il était maquignon, c'est-à-dire qu'il donnait à manger il vendait des bêtes à l'armée qui était en garnison à Lodz, et lui est mort de faim dans le ghetto. Ma mère, j'ai trouvé, quand elle est décédée, à côté d'elle, un petit papier. Il y avait plein des numéros de téléphone, des tas de choses, et puis en diagonale, mort de faim. Ouais. C'est quelque chose qu'elle n'a pas pu oublier et pardonner à la Pologne. Alors, la famille se réunit, voilà, avec les 2 frères, de ma mère. La famille s'agrandit surtout. La famille s'agrandit. Une de mes tantes attend des triplés. Et là, c'est très rigolo parce que sa sœur lui dit, mais tu as des triplés, tu peux pas les faire naître en France, c'est pas possible. Il faut qu'ils naissent en Israël. Nous avons un pays maintenant, tu y vas et nous, on va te rejoindre. Et c'est ce qui fut fait. Et c'est quand même incroyable parce que tout le monde
est-ce que vous étiez très sioniste à l'époque? Non, pas du tout. Pas du tout. Ni sioniste, ni cachère, ni religieux. On était des juifs. Ouais. Marqués. Ouais, ça c'est sûr. Mais ma mère et ma tante sioniste, là, elle vous dit, c'est comme ça, elle va accoucher, c'est triple en Israël, oui, et tout le monde nous suit. Et c'est ce que vous avez fait. Et c'est ce qui fut fait. Donc vous vous retrouvez le 15 mai 1949 en Israël, alors au balbutiement de l'État, on en est encore à l'époque des tentes, et vous êtes donc sous les tentes à Pardes Rana. À Pardes, oui. Comment c'était? Vous avez des souvenirs ou vous étiez trop jeune? Non, moi je n'ai pas de souvenirs, j'ai seulement les souvenirs que mon père a dit. Quoi? Après, je reviens d'Auschwitz et maintenant on se retrouve à nouveau séparés, les femmes et les enfants dans une tente et les hommes de l'autre côté. Ouais, c'est un grand choc. La nourriture, on nous donnait à manger dans une gamelle. À mon père, ça devait certainement encore être plus dur, avec un petit bout d'hareng, un peu de confiture, un peu de fromage blanc, quelques olives, et tout ça, si on tenait pas bien en équilibre l'assiette, ce qui était le cas des enfants, le jus du hareng se mélangeait à la confiture, et voilà, et c'était immangeable finalement. Ok, j'imagine bien, mais bon, c'est le souvenir que vous avez. Oui, voilà, la preuve c'est que ça m'a marqué quand même. Puis ma mère et ses deux frères retrouvent ici un oncle. Ephraim. Oui, Ephraim Pila, c'est le frère de ma mère, de ma grand-mère. Le frère de votre grand-mère. Mon grand-père s'appelait Yoskovich, elle s'appelait Pila. Un des frères. Qui était en Israël depuis très longtemps. Qui était arrivé en Israël en 1933. Et qui avait une petite situation. Il avait une maison, il avait un travail, il louait les chaises sur la plage. La plage Gordon. La plage Gordon. Oui, c'est quand même incroyable. Donc la plage Gordon, à l'époque, il y avait un placeur. Comme voilà, ça, il y avait un placeur. Il y en avait quelques-uns, c'était des chaises en bois, avec qui pourrissaient d'ailleurs au soleil et avec l'humidité, et en toile. Et bon, mon père, mon frère y ont travaillé. Mais c'était dur. C'était très difficile. Et en fait, le travail, c'était à la journée. Ils sortaient pour travailler un jour. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Non, mais ils travaillaient. Ils demandaient, il y avait du travail, mais c'était journalier. Il n'y avait pas de plan de... C'était compliqué pas à ma connaissance, non. Moi, un moment heureux, parce que donc on quitte mon oncle dans le... Oui, parce que vous avez pas dit... Oui, parce que quand vous avez retrouvé Ephraim, il vous a... bien sûr. Il vous a enlevé des tentes et il vous a récupéré chez lui. Les deux familles, les enfants... Les triplés. Non, les triplés, non. Les triplés, non. Parce que les triplés sont restés 6 mois à peu près en couveuse. Pas parce que ils étaient petits ou quoi, non, ils pesaient 3 kilos chacun à leur naissance, mais parce qu'ils n'avaient pas de maison. Il faut dire que c'est assez saisissant, mais c'était les premiers triplés de l'État d'Israël. Ben Gurion est leur parrain, et ils ont reçu quand même par la suite une maison à Hassanbek, là où il y a la mosquée maintenant, au bord de la mer. Ouais, en plein cœur de Tel Aviv. Et de l'autre côté, le Kolbo Shalom. Ok, donc ils étaient en plein cœur de la ville. Voilà. Donc ils n'étaient pas avec vous dans votre périple. Non. Alors, mais nous, on a la chance aussi, c'est que le Kablan qui a restauré cette maison, ces maisons, c'était certainement des maisons arabes, construisait en même temps Rehov Gordon, un immeuble de 3 étages avec un toit. Et alors à l'époque, le Kablan, ils étaient beaucoup moins gourmands que maintenant. Il avait eu droit au toit et à un petit studio au rez-de-chaussée. Et il l'a offert à mes parents. C'est-à-dire que c'était une buanderie, c'était une pièce. Il a fermé ça, il a fait un appartement. Ouais. Et donc... vous habitiez là-bas? J'habitais là-bas, on habitait là-bas. J'allais à l'école Rehov Frischmann. Okay. Et la place de Dizengoff était presque comme elle est maintenant, c'est-à-dire... En travaux? Non, tout droit, tout droit. Il n'y avait pas la fontaine? Il n'y avait pas mais on dansait, on allait danser, il n'y avait pas de voiture non plus. Ouais. Et les enfants, on allait danser le vendredi soir, le samedi. Vous faisiez quoi, des Rukudéam? Oui, exactement. C'était une autre ambiance? Ben, c'était ça, il n'y avait rien d'autre, hein. La plage et ça.
La plage et ça. Mais c'était sympa comme ambiance. Qu'est-ce que vous... Très, très bien. Ouais. On avait, en tant qu'enfant, je suis restée 1 an et demi à l'école Frischmann, je n'ai que de très bons souvenirs. Et vous avez appris l'hébreu en plus. Et j'ai appris l'hébreu et j'ai encore deux liens avec les élèves de cette époque. Incroyable. On a fêté il y a les 50 ans de notre classe. Bon, on est venu du monde entier, bien sûr. Et puis, bon, on s'est reperdu de vue, oui, mais bien sûr, mais enfin, c'est quand même... On a des photos, on a... c'est voilà. un moment émouvant, j'imagine. À montrer. Alors, tout ça, c'est super. Alors, on pourrait croire que vous êtes gâté par la vie et que tout va bien, mais c'est très difficile psychologiquement pour votre papa. Oui. Et puis, il voit qu'il ne s'en sort pas au niveau professionnel. Il n'y a pas assez d'argent pour nourrir tout le monde. Et mon père repart le premier. Il décide de repartir en France. Ouais. Alors, il part en France avec votre frère et le bébé. Avec ma belle-sœur et le bébé. Mon frère reste encore un reste, peu. D'accord. Et avec ma mère et moi. Vous restez en Israël, vous en on reste encore quelques mois. Qu'il retrouve un appartement. Voilà, exactement. Le temps de trouver un lieu pour nous accueillir tous. Alors pourtant, il avait un chouette métier, votre papa. Qu'est-ce qu'il faisait, votre papa, comme métier? Non, mon père était boucher. Ok. Il aurait pu travailler ici. Mon père était boucher chez le père de mon mari. Mon père était orphelin, recueilli par ma grand-mère et mon grand-père. Et ça marchait pas ici, la viande, la boucherie, c'était trop compliqué, il n'y avait rien encore. Non, c'était. Je n'ai pas de souvenance que mon père sortait vraiment tous les jours travailler. Mais jamais dans ce qui... jamais. Non, j'ai pas de souvenance. Il y avait dans le textile, il y avait des ballots à porter, du transport sur le dos. Ouais. Voilà, c'était des travaux comme ça qu'on lui donnait à faire. Il était fort, il l'a fait. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc, à quel moment vous repartez en France rejoindre votre père? Alors, mon père repart, mais je suppose que ma maman, voulant retrouver tout de même une vie de famille, repart avec mon frère. Mon frère retrouve sa femme, ma mère son mari. Malheureusement, mes parents divorcent en quelques mois après. Donc, au retour de ma mère en France, mes parents divorcent. Bon, alors vous continuez votre vie, vous grandissez. Je continue, je dois faire aussi une parenthèse, mon frère décède à 28 ans, et ça, c'était un très, très grand choc dans la famille. C'est à ce moment-là, justement, où je fais la connaissance de mon mari, qui est lui-même orphelin, dont le père a été déporté à Auschwitz. Il est pas mort par les Allemands, il est mort noyé par des capots. 4 capots le noient parce qu'il était résistant et il voulait certainement continuer son travail de résistant. Bien sûr, il était gênant pour les capots. Et donc, ils l'ont noyé. Il est resté 1 mois. Et alors lui, par contre, avait un métier merveilleux. Il était boulanger. Donc, les Allemands en auraient bien profité de ses gâteaux et de son pain. Donc, ce sont vraiment les capots. Ça fait partie d'un témoignage dans un livre de David Diamant qui s'appelle Nos héros, nos combattants, nos héros. Ok. Alors, c'est bien de rappeler sa mémoire, mais c'est vrai que vous avez tellement de choses à raconter. Oui. J'y tenais beaucoup. Mais vous avez tout à fait raison. Je tiens en fait à dire tout ce que je peux parce que je suis maintenant la dernière de la famille. À pouvoir témoigner, à pouvoir raconter. Pour pouvoir témoigner, c'est-à-dire l'aînée. L'aînée, je ne suis pas la dernière, j'ai des cousins, des cousines, des petits cousins. Celle qui a le plus de mémoire, on va dire. Oui, voilà. Mais ce que je sais, moi, de mes parents, je tiens à le rappeler, à le raconter, vous avez bien raison. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous quittez Israël, vous arrivez en France, vous arrivez où en France? On arrive à Paris, on retourne là où on a l'habitude, rue des Panoyaux. Dans le 20e? Oui, et puis... non, pardon. Ça, c'était
excusez-moi, c'était quand on est revenu de Grenoble. Ah, Là, on revient La Courneuve, à la Courneuve, on revient, c'est quand la Courneuve? On devient d'abord rue de Candy. D'accord. Rue de Candy. Et à côté du square Trousseau, je me marie donc avec Albert Rochebaum, dont le père a eu ce triste sort. La maman, malheureusement, est restée 50 ans internée. Elle était malade. Elle est restée 50 ans internée. D'abord à Villévrard, puis après. Et nous nous marions. Mon frère décède quelques mois avant le mariage. Nous avons 3 enfants. Alors, à quel moment vous habitez à la Courneuve? Alors, justement, à la Courneuve. Parce que c'était ce petit appartement que mon père avait loué, donc quand on est revenu d'Israël, était très petit. Et j'avais déjà 2 enfants. Donc, c'était moi qui suis rentrée dans cet appartement. J'avais déjà 2 enfants. Et on a fait une demande d'HLM. Et vous avez eu un HLM au 4000 logements à la Courneuve, pour ceux qui ont connu cette cité qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été détruite. En partie détruite. Il y a encore quelques bâtiments, mais la grosse majorité de la cité. Alors, je dois dire que c'était une merveille. J'avais un appartement avec un balcon de 14 mètres, vue sur Paris. Et surtout l'environnement, il y avait beaucoup de familles juives à l'époque. J'étais une famille ashkénaze et 1000 familles juives. Bah oui, parce que il y avait 1000 familles juives. Les rapatriés d'Algérie. Les rapatriés. Alors, ils m'ont tout appris, bien sûr. Et ils ont bien voulu aussi écouter un petit peu. Quoique la Shoah, ils me disaient, Madame Rochebaum, la Shoah, c'est pas pour nous. Puis après, ils ont changé d'avis, oui. Je me suis mis à raconter, etc. Donc vous êtes devenue super militante, sioniste, engagée. C'est-à-dire à la Courneuve, grâce à la communauté, communauté juive, je suis devenue juive. Parce que j'étais une petite... Bon, on était juifs, mais nous n'étions pas pratiquants dans la famille. Alors j'ai appris, il y avait la synagogue, j'ai appris les fêtes, et surtout, cette grande communauté m'ont vraiment accueilli, appris et invité. On était toujours invités pour les fêtes. Et donc vous avez raccroché avec voilà, alors j'ai appris pour la première fois ce que c'était que Sukkot, ce que c'était que vous avez redécouvert Toubishvat, voilà. Découvert, pas redécouvert, découvert le judaïsme avec eux. Et puis tout naturellement, Israël est redevenu à l'ordre du jour. Et d'ailleurs, on est parti de fêter par toute la communauté. Ils nous ont fait une jolie fête de départ. Et là, on était en 1974. On était en 74, donc vous décidez de partir à ce moment-là. Pourquoi à ce moment-là? Par hasard? Non, c'est-à-dire qu'on avait l'habitude de venir, avec l'aide de mes parents d'ailleurs, en vacances. Et puis pour des fêtes familiales, puisque ma mère avait toujours ses 2 frères qui étaient en Israël. Et ça vous a donné envie de venir vous installer de nouveau? Vous avez vu le changement, l'évolution du pays? Mon mari avait toujours voulu venir, mais n'a pas pu. En tant que petit garçon, il était son oncle, un de ses oncles qui était survivant, était son parrain. Il n'avait pas voulu qu'il vienne. Alors là, tout naturellement, c'était un rêve d'enfant. Moi avec mes histoires du passé, la Courneuve avec tout le présent. Tout naturellement, je faisais partie de la Viso qui est très sioniste. Donc tout naturellement, sans aucun problème. On est parti avec un projet. Alors un projet parce que votre mari était chiffonnier, c'est exactement. Était ce qu'on dit récupérateur de textile. C'était un métier qui était très 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 bon métier en France. En Israël, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, et donc mon mari avec 2 autres associés. Pensait pouvoir créer cette entreprise et surtout gagner sa vie. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Un des associés est décédé, les autres, l'Israël étant ce qu'il était, on promet. Mon mari ne parlait pas l'hébreu, ne parlait pas l'anglais. C'était très très difficile. Bon, par le biais de la famille, on acquiert
représentation de... C'était difficile, on va faire un petit point. C'est-à-dire que vous étiez un peu comme un poisson dans l'eau, malgré tout, parce que vous parliez l'hébreu, vous aviez déjà un métier. Pour vous, c'était, même si vous avez dû faire une petite remise à niveau. Non, puis j'avais ma famille, mes cousines habitaient Givatayim. C'était beaucoup plus simple pour vous. Plus naturel. Oui. Mais lui, c'était compliqué. Oui. Et puis surtout, j'ai un peu passé sur le Merkaz Klita. On est arrivé en 74, non plus avec des tentes, on est arrivé dans une maison à 2 étages. Nous habitions le rez-de-chaussée. Mais là, c'est Retzion. Oui, avec un jardin. Il y avait l'Ulpan était dans le... C'était magnifique. Pour mon mari et pour mon fils. Sur place. Moi, j'allais à Jérusalem étudier, parfaire ma comptabilité. Et puis, mes 2 fils étaient un à... Cravate Noire et l'autre au lycée français de Jérusalem. Oui, donc tout le monde était casé. Voilà, son petit bonhomme. Voilà. Chemin faisant, vous auriez dû rester normalement. Mais ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. On est arrivé donc à Givatayim où habitaient mes cousines, donc aussi tout allait très bien. Mais malheureusement, donc le travail, mon mari prend ce travail de représentation en charcuterie. C'est ce qu'il a trouvé. C'est ce qu'il a trouvé c'est mon oncle, le Louis Sed, un de mes oncles part en Amérique, et le Louis Sed. Et mon mari ne parle toujours pas l'hébreu. C'est compliqué d'être toujours pas l'anglais. Et nous n'avons pas de téléphone. On a de l'argent, on peut acheter un téléphone, mais il n'y a pas de téléphone à vendre. Donc il souffrait un peu de cet isolement. Oui, puis isolement social. Oui, parce que moi je me retrouve donc toute seule avec le petit Laurent à Givatayim. Mes 2 grands sont à Jérusalem et mon mari revient tous les soirs déprimé. Il n'y avait pas d'air conditionné dans la voiture, la charcuterie. C'est bien de rappeler tout ça parce que les gens oublient. On a la belle vie aujourd'hui. Oui. Je raconterai la 3e Aliyah. Donc la charcuterie dans la voiture sans masgan. Ça tourne. Non, quand même pas parce qu'il vendait, puis il serait approvisionné soit au Choca Carmel où je mets jamais les pieds d'ailleurs à cause de ça. Soit dans des kibbutzim qui fabriquaient de la charcuterie. Donc il se débrouillait, mais c'était difficile. Il faisait vraiment tout ce qu'il fallait, mais il a tenu 7 ans. Et au bout de 7 ans, il est reparti. Moi, je suis donc restée 3 ans toute seule. Il est reparti en France. Oui, en France. Et vous êtes restée avec les enfants. Je suis restée avec les enfants. Non, Laurent... Le petit qui s'était pas très bien acclimaté reparti avec son père. Avec son père, et moi je reste avec les 2 grands qui sont mariés d'ailleurs. Comment était la société à cette époque-là? Mais écoutez, moi j'avais donc mes cousines à Givatayim. Je travaillais au Shechem. C'est un magasin qui n'existe plus. C'était une espèce de mini Kolbo Shalom, avec tous les rayons, y compris un rayon alimentation. Oui, il y avait tout. Alors c'était une merveille. Mon salaire, au bout j'achetais l'alimentation, j'achetais des vêtements, des cadeaux pour mes petits enfants. Ouais. J'en avais déjà un ou deux. Et j'aurais bien voulu continuer. Et puis surtout bonheur, moi qui avais quitté un HLM magnifique, mais un HLM quand même. J'arrive. Un HLM des 4000, il y a plus beau quand même dans la vie. Non, mais j'arrive en Israël, c'est-à-dire dans mon pays, et on achète une maison avec un jardin et 7 arbres. En plein cœur de Tel Aviv. Non, à Givatayim. À Givatayim. Des arbres, voilà. Donc je me retrouve, je sais pas, comme une châtelaine. Moi, qu'est-ce que je suis? Je suis une fille de déportée. J'ai eu un petit métier, je travaille dans un Shechem, mais j'ai une villa. Ouais, voilà. Donc vraiment, c'était extraordinaire pour vous. Une consécration. Ouais. Vous avez l'impression, que vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai l'impression d'être une reine. Oui, c'est vrai. Quand j'ouvrais la grille qui grinçait d'ailleurs, sur le jardin avec les arbres. Voilà. Et puis, bon, d'autres petits-enfants sont nés, ils venaient me visiter,
Mais je suis restée 3 ans toute seule. Puis après, vous avez dit c'est trop, donc vous êtes retournée. Je suis retournée en France pour rejoindre votre mari. Rejoindre mon mari, oui. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, vous êtes restée. Eh bien, écoutez, là, donc, c'était en 1984. Mars 84. Vous êtes restée quand même 10 ans en Israël. Oui, oui, je suis restée mars 84. On est reparti en France. Vous avez compris qu'il fallait mettre Israël de côté parce que c'était pas possible. Pas vraiment, parce qu'un de mes fils était là toujours. L'aîné était resté. Le second était parti en même temps que moi, ou moi en même temps que lui. On ne sait plus très bien. Et nous voilà donc à Paris. Mon mari heureux. Il retrouve son emploi, il retrouve son employeur. L'employeur plus heureux encore que lui. Et il s'aimait beaucoup. Il l'estimait beaucoup. Donc finalement, pour lui, c'était mieux. Pour la famille, finalement, c'était une vie normale. Voilà. Ma maman nous aide à acheter un appartement, boulevard Magenta, près d'elle. Ouais. Mon père habite à Strasbourg-Saint-Denis. La vie se déroule, on va dire. Moi, je retrouve un emploi magnifique, alors que j'ai très très peu d'expérience. Je deviens la secrétaire de direction du musée des arts et métiers. Parfait. Et bon, je fais mon travail au mieux, sans trop de qualification, comme disait ma chef de service. Vous n'avez aucune qualification pour être ma secrétaire, mais néanmoins, j'ai travaillé jusqu'à ma retraite. Voilà, et puis à la retraite, voilà. Et ensuite avec le décès de votre mari. Voilà, alors des visites continuellement en Israël. En Israël, dans notre maison, puisque nous avons toujours gardé notre maison. Et à son décès, à la date de son décès, juste après. Alors à son décès, en 2007, je considère mon fils et le second, celui du milieu, repart en Israël. Mon mari est décédé. Je ne vois pas de raison pour de ne plus de continuer d'être ici. Non. Alors, quand on regarde la photo qui est derrière vous, c'est vous, petite fille, quand vous étiez cachée avec une poupée. Avec une poupée. Que votre maman vous avait offerte. Justement, elle me l'avait offerte parce que elle m'avait dit, avec une poupée, tu ne seras pas seule. Ouais. Et malgré ça, malgré ça, cette solitude m'est restée jusqu'à présent. Mais qu'est-ce qu'elle pense de tout ce parcours quand même? Aujourd'hui, vous êtes malgré tout revenue en Israël. Je crois que vous y êtes très bien, très heureuse. Je suis revenue en Israël. J'ai 2 de mes enfants qui sont là. J'ai donc un arrière-petit-fils qui vient de naître et qui vit dans ma maison. Ouais. Je lui ai cédé cette maison. Et donc un arrière-petit-fils vient de naître dans cette maison et vraiment c'est symbolique pratiquement. Oui, c'est très symbolique et puis vous vous ennuyez pas, vous faites plein de choses. Et moi j'habite près de mes premières amours à Ben Yehuda, au coin de Gordon, puisque je voulais. Ouais. Donc vous êtes revenu au point de départ. Je suis revenue au point de départ. Alors peut-être que voilà, je suis relativement en bonne santé. Vous êtes active, vous aidez aussi les Olim Hadashim. Oui, je ne demande qu'à être entourée. Ouais. J'aide pour cela dans la mesure de mes possibilités modestes, parce que les Olim Hadashim, je les comprends. Je leur donne toute l'affection dont je suis capable, comme une maman ou une grande sœur. Donc vous faites voilà. Vous êtes, et puis je vois au maximum, pas autant, mais je vois quand même beaucoup mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Bon, en tout cas, on était content de vous recevoir vraiment. On souhaite de continuer, on vous souhaite de continuer vos activités avec le MAFTA, de continuer à témoigner. Je sais que vous témoignez quand on vous le demande. Oui, avec ma poupée justement. Avec votre poupée, vous faites que j'ai retrouvée. Plein de choses. Oui, vous l'avez retrouvée. Vous l'avez vue dans une. Je l'ai vue sur la photo et je l'ai retrouvée chez un antiquaire. Pas la même, mais de la même marque en tous les cas. Vous l'avez rachetée. Et je l'ai achetée, oui. Ouais.
En tout cas, c'était touchant de vous entendre, d'entendre tous ces témoignages, voilà, parler d'Israël dans les années 50. Peu de gens peuvent nous le faire en français et c'est vrai que c'est très, très appréciable. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous voulez rajouter un petit mot ? Oui, je demande pas mieux que de revenir, approfondir peut-être plus une période ou une situation. C'est moi qui vous remercie de me permettre de parler. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.